Ces derniers mois, le cinéma indien est à l'honneur, et tout particulièrement le cinéma Bollywood. Entre l'exposition au Quai Branly Bollywood Superstar Histoire d'un cinéma indien, la mise en avant des productions indiennes sur Netflix, sans oublier bien sûr la trend Ahsoka sur TikTok, l'Inde est sur toutes les plateformes. Connu en Occident principalement pour ses productions Bollywood, ses films fleuves qui semblent parfois interminables, 2 heures est un minimum la plupart du temps, ses décors et ses costumes grandioses, sa grandiloquence, parfois un peu kitsch, et bien sûr ses scènes de danse, le cinéma indien, s'il divise chez nous, s'est pourtant fait une place de choix dans le paysage cinématographique mondial. Troisième plus importante industrie du film, en termes de nombre de productions, de budget notamment, aux côtés de la Chine et des USA, le cinéma indien, avec pour fer de lance Bollywood, mais pas que, est en passe de switcher de underground à mainstream. Envie d'en savoir plus? On vous en parle tout de suite. Une première précision est à apporter à propos du cinéma indien, en ce qu'il est aussi ancien que notre cinéma occidental. À la fin du XIXe siècle, Marius Sestier, l'opérateur des Frères Lumière, organise les premières séances sur le territoire indien, à Bombay plus exactement. Il y présente les premières œuvres qui ont fait la renommée des Lumières, comme les fameux Arrivée d'un train en gare de La Ciotat et Sortie d'usine. Le public se montre curieux et les premières séances sont pleines. Cependant, l'engouement n'est pas là. Bien qu'accessible à toutes les classes et tous les budgets, le cinématographe ne déclenche pas les passions et a plutôt du mal à capter les foules indiennes. Les artistes de l'époque en déduisent que ce sont les objets même de ces premiers films qui sont à blâmer, la société indienne restant plutôt hermétique aux autres cultures. On décide rapidement alors de montrer des univers et des événements connus. En 1899 sort The Wrestler de Harishchandra Sakaram Bhattacharya, considéré comme le premier film indien tourné par un Indien. Il s'agit d'un documentaire tourné lors d'un match de catch à Bombay. Il est malheureusement considéré comme perdu. En 1913, enfin, sort le premier film de fiction, Raja Harishchandra, de Dadasaheb G. Phalke, une fresque mythologique autour de l'histoire du roi Harishchandra. Ce qui frappe le plus dans l'industrie bollywoodienne, à part les incroyables palettes de couleurs toutes plus chatoyantes les unes que les autres, c'est le nombre de films. Les films Bollywood sont, en effet, parmi les plus populaires mais aussi les plus présents de la cinématographie indienne, avec une moyenne de 1600 films tournés par an pour la période 2014-2019. On est assez loin des 500 de moyenne pour Hollywood. A noter que l'industrie dite Bollywood ne désigne pas tout le cinéma indien, mais les studios qui se sont implantés dans la région de Bombay, la capitale du pays. D'où la fameuse contraction de Bombay et Hollywood donnant Bollywood donc. Il existe d'autres industries indiennes implantées dans différentes régions du pays, chacune avec leur spécificité, leur genre de prédilection, et surtout dont les films sont produits dans leur langue régionale. Mais nous verrons ça un peu plus loin dans la vidéo. Les productions Bollywood donc restent assez peu onéreuses, pour la plupart, avec très peu de films qui dépassent les 20 millions de dollars de budget, ce qui permet alors d'en produire en plus grande quantité. Et vice-versa d'ailleurs, puisqu'on veut un rythme de sortie soutenu, on allège parfois le budget, quitte de l'œuf ou de la poule finalement. Certains acteurs signent d'ailleurs des contrats pour 6 ou 7 films en simultané. On est donc loin des blockbusters nord-américains et de leurs 50 millions de dollars de budget en moyenne. Mais le nombre de sorties par an permet d'en faire la cinématographie indienne la plus rentable, malgré une concurrence des industries régionales qui se fait de plus en plus sentir. Oubliez les idoles de K-pop, Jisoo, Taemin et autres Jimin, ici les acteurs sont presque des demi-dieux. Le star system, en effet, est très important à Hollywood, où des foules gigantesques peuvent se déplacer pour voir leur icône, comme ici pour le plus grand de tous, Shah Rukh Khan. Cette tendance se retrouve d'ailleurs dans les films, qui deviennent alors de véritables fresques mythologiques. L'acteur, au travers de son personnage, est héroïsé, au point d'en devenir parfois un peu ridicule à nos yeux d'occidentaux. Un acteur star dans un film indien, c'est un peu un Avenger, vous voyez. Kitsch ou pas, un héros il l'est pour les producteurs qui voient souvent leurs recettes grimper visiblement avec la présence d'une star à l'affiche. Cette importance des stars locales se retrouve également dans la multitude de remakes indiens des grands blockbusters occidentaux, avec à l'affiche bien sûr ces héros bollywoodiens. Les acteurs ne sont pas les seuls à bénéficier d'un traitement particulier. Si le cinéma Bollywood est indissociable de ces scènes de danse, les chorégraphes sont ainsi des superstars dans le milieu et sont courtisés par les plus grands studios, comme par exemple Farah Khan ou Prabhu Deva. Les numéros musicaux des films Bollywood, qu'on les aime ou pas, sont le cœur de la production. Grandioses, ils sont destinés à être visuellement agréables, mais aussi à raconter une histoire, à participer au storytelling. Une attention toute particulière est donc portée aux chorégraphies, afin d'en faire une performance, voire parfois une œuvre d'art. Cette danse, dite Bollywood, est à l'image de l'industrie du même nom, d'où elle est issue du coup, colorée et grandiloquente, mais surtout ancrée dans la diversité de la culture indienne dont elle est un des plus importants ambassadeurs.
Alors, il est à noter que lorsqu'on parle de danse Bollywood, il ne s'agit pas d'une discipline, d'une pratique fermée, et surtout pas de la danse ancestrale indienne, mais plutôt, comme le pays lui-même, d'un melting pot toujours en mouvement. Apparue avec les débuts du cinéma à Mumbai, elle intègre un savant mélange de styles régionaux comme le Kathak, le Bhangra, mais aussi le modern jazz ou le hip-hop. Petit fun fact en passant, on retrouve aussi notamment dans son catalogue de mouvements des gestes des mains ou mudras, sauts ou signes en sanskrit, typiques de la pratique du yoga ou de l'hindouisme. La danse Bollywood est un mélange de toutes les influences qui ont pu traverser la culture indienne, que celles-ci proviennent des différentes ethnies, spiritualités, régions du pays ou de l'extérieur, notamment depuis la colonisation anglaise et l'expansion de la culture occidentale, des US, sur le marché culturel. Elle est ainsi continuellement en mouvement, suivant son époque, mais aussi les préférences d'une audience diverse, sans oublier son profond enracinement culturel. Pour comprendre l'importance de cette danse et son enracinement dans la culture cinématographique et surtout culturelle du pays, faisons un petit retour en arrière. Pendant la colonisation anglaise, le peuple indien se voit interdit de toute action et de toute création d'œuvres nationalistes. Cependant, poussé par le mouvement d'indépendance mené par Mahatma Gandhi, le peuple va trouver de nouveaux moyens d'aviver le sentiment patriote. Au cinéma, par exemple, pendant les différents entr'actes imposés par les changements de bobine, l'orchestre des films, qui était encore pour la plupart muet, jouait régulièrement des chansons nationalistes, avivant ainsi le sentiment indien par la musique. Mais c'est surtout au moment de l'apparition des films parlants que se développera le cinéma indien tel qu'on le connaît avec ses numéros chantés, et que naîtront les nombreuses industries régionales, Bollywood, Tollywood, Collywood, Gollywood, Mollywood, Sandalwood, Bollywood, etc., 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 permettant alors à toute la population de trouver sa voix, au sens propre comme au figuré. Le chant et la danse seront alors indissociables, ou presque, du cinéma indien. La culture musicale en Inde date toutefois de bien avant le cinéma. Le chant et la danse font, en effet, partie de la vie religieuse des Indiens depuis des millénaires. Au IIIe siècle avant notre ère, déjà, le dramaturge Bharata Muni énonçait dans le Natya Shastra les bases du théâtre traditionnel indien. Décrit comme un art sacré du culte hindou, il cite 8 formes de danse traditionnelles sacrées, dont le Bharatanatyam ou le Kathak, encore pratiqué aujourd'hui, et dont on trouve de nombreuses traces dans le cinéma contemporain. D'ailleurs, de nombreuses grandes actrices bollywoodiennes furent choisies car elles étaient entraînées dans un style de danse traditionnel particulier. Par exemple, Aishwarya Rai, qui, en plus d'avoir été couronnée Miss Monde en 1994, a suivi 5 ans de danse classique. On notera également, tout comme pour la danse en elle-même, un certain nombre de stars bollywoodiennes venant directement du théâtre, comme Raj Kapoor ou Shah Rukh Khan. Ainsi donc, pendant des siècles, la forme de théâtre majeure était le théâtre sanskrit, lequel était profondément ancré dans le sacré et dont l'action était ponctuée de scènes de danse. Lorsque le théâtre folklorique apparaît au Xe siècle, malgré les différences stylistiques très marquées selon les régions, la danse reste une constante. Aujourd'hui encore d'ailleurs, dans certains coins reculés, n'ayant accès ni au cinéma, ni parfois même à des infrastructures modernes telles que l'eau courante ou l'électricité, le théâtre est encore très apprécié et courant. Cette notion de performance en plein air, autour de laquelle tout le monde se rassemble, va d'ailleurs donner son caractère populaire au cinéma indien. Un cinéma pour toute la famille, qui s'adresse à tout le monde et perpétue donc la tradition en dansant. D'ailleurs, ces pièces de théâtre seront souvent filmées, voire citées dans le cinéma indien, et notamment par Bollywood, et les scènes de culte à des divinités hindoues seront nombreuses à l'écran jusque dans les années 90-2000. L'essor du cinéma nord-américain, et plus largement occidental, aura d'ailleurs eu au début du nouveau millénaire une action plutôt amusante. Voyant le succès des blockbusters hollywoodiens, les producteurs et distributeurs indiens reprennent les formules qui marchent si bien en salle et en font des remakes, plus ou moins légaux. Il y a, dit-on, au moins un équivalent indien pour chaque blockbuster à peu près. Et puis, à partir de ces remakes, s'ils marchent, on produira un remake du remake, puis un remake du remake du remake, etc., etc., etc. Face à la demande de l'industrie pour ces formules safe, les intermèdes musicaux deviennent alors l'essence du film, la meilleure option pour les réalisateurs de se différencier. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles bénéficient d'une censure plus souple, ce qui n'est pas négligeable pour un pays qui interdit la représentation de la prostitution, de la nudité féminine et surtout de la démonstration affective jugée trop explicite. Par exemple, porter un décolleté, le baiser sur les lèvres, etc. Si elle tend à se relâcher un peu dernièrement, cette censure aura tout de même mené à l'utilisation régulière de ces scènes musicales comme substitut de l'acte sexuel. Tout comme avec le code Hays, les artistes font montre d'un superbe éventail d'astuces créatives. Enfin, si au début de cette pratique les réalisateurs utilisaient des procédés subtils, des suggestions, des métaphores, à partir des années 90, on deviendra parfois carrément littéral. Un autre argument qui appuie cette importance de la musique dans le cinéma indien
et sa forte part de marché dans la vente de musique indienne. On retrouve en effet beaucoup de multinationales locales, mais aussi occidentales bien connues, comme Sony et Universal, qui, voyant le potentiel, se sont dit que ce serait pas une mauvaise idée de produire des films pour vendre la musique ensuite. Ainsi, ces mastodontes musicaux ont investi pas mal de capital dans les industries cinématographiques indiennes. Ceci donne d'ailleurs lieu à des événements incontournables d'une sortie bollywoodienne. Bien avant la sortie du film, s'organise une grande soirée, un peu comme une avant-première, mais pour la bande originale. Celle-ci sera ensuite distribuée aux radios. Le succès d'un film pouvant être prédit par le succès de sa BO, voire carrément son avenir. Un flop en radio peut parfois carrément annuler la production ou la distribution d'un film. Cependant, si elle reste très populaire, son côté obligatoire s'estompe. En 1998, Dilse de Mani Ratnam reçoit un accueil plutôt froid au box-office indien, mais sera, à la surprise générale, un succès aux USA et en Angleterre. Il sera d'ailleurs le premier film hindi à se classer dans le top 10 du box-office en Angleterre. S'il contient de nombreuses chansons et 2 séquences de danse traditionnelles, l'annonce de son succès signifie surtout un changement de paradigme pour le cinéma indien. Le film traite, en effet, de thèmes plus sombres et fait montre d'une histoire plus ancrée dans le réel. On y parle violence, déviance religieuse, etc., et ce sont ces thèmes qui semblent plaire à l'Occident plus que les traditionnelles romances. Pointe alors l'envie de conquérir le marché international. En effet, déjà pas mal présent en Asie, au Maghreb et dans certains pays d'Afrique comme l'Afrique du Sud, le cinéma indien est encore assez peu représenté sur le marché occidental. De plus, la démocratisation de l'accès à Internet a permis de développer un accès aux films étrangers pour la population indienne et contribue à faire évoluer ses goûts. Il faut donc s'adapter. Pour ce faire, on s'adapte donc au goût du marché. Les films doivent alors être raccourcis et les séquences de danse et les chansons réduites. Un changement qui s'effectuera dès le début des années 2000. Mais ce sera surtout l'émergence d'un cinéma indépendant, plus d'auteur, comme on dit en nouvelle vague française, qui va démocratiser à Bollywood, mais aussi dans le pays, les films dépourvus de danse. Illustrant ce changement, Sanjay Leela Bhansali, le réalisateur du classique absolu dans la plus pure tradition bollywoodienne Devdas, dévoile Black en 2005, un film sans aucune chanson. Un pari un peu risqué à l'époque, mais un triomphe tant en salle que critique. Le film remportera le record de trophées remporté par un seul film aux Filmfare Awards, les Oscars indiens, avec 11 trophées, et ne sera détrôné qu'en 2019. Évidemment, un tel succès va donner naissance à moult films exploitant ce nouveau style, comme Ugly ou The Lunchbox, lesquels contiennent quelques chansons, mais qui sont intégrées dans l'action du film. Le Bollywood traditionnel n'a cependant pas disparu pour autant, même s'il se fait plus rare. Produit culturel ancré dans l'histoire et la culture, il est surtout un marqueur culturel d'identité, de communauté, en Inde, mais surtout à l'étranger. Comme par exemple, citons simplement que la danse Bollywood figure sur la liste des épreuves de Danse avec les stars, ou encore les occurrences de cette danse dans des programmes à succès, comme la série Mes premières fois sur Netflix. Certains même construisent aujourd'hui toute leur DA sur ce qui est devenu maintenant une identité, et d'autres films encore, sur qui personne n'aurait parié, font recette grâce à leurs chansons. Le public indien chérit donc encore cette identité, au point que pour la sortie de Fan de Manish Sharma en 2016 avec Shah Rukh Khan, un clip spécial a été dévoilé alors qu'il s'agit d'un film d'action sans aucune scène de danse. Si les danses et autres comédies musicales sont la marque de fabrique de Bollywood, il en va différemment pour les autres industries régionales. À l'image du pays, les productions de Mumbai sont un véritable mélange de différentes cultures indiennes. Fer de lance du cinéma indien, il joue un rôle de représentation et d'unification des diverses cultes, langues, cultures et histoires du pays. On y retrouve ainsi des inspirations d'anciens textes épiques, de théâtre parsi, mais aussi de comédies hollywoodiennes. Cependant, on l'a dit, l'Inde c'est une fresque d'identité qui font communauté, comme le montre le très grand nombre de langues et de dialectes parlés dans le pays. On retrouve ainsi le bengali, le punjabi, le tamoul, l'assamais ou le fameux hindi. On a d'ailleurs coutume de classer la diversité des industries de cinéma indiennes selon le critère de la langue. Bollywood se trouve à Bombay ou Mumbai et désigne le cinéma produit en hindi. Sandalwood se situe à Bangalore et est produit en Canada. Mollywood, enfin, se situe dans le Kerala et utilise le malayalam. Et il en existe de nombreux autres. Et la différenciation ne s'arrête pas là. Elle se retrouve également dans les thèmes et les esthétiques des différentes productions. Là où Bollywood se penche plutôt sur une sorte d'Inde fantasmée, mythologique, dans laquelle de riches familles, souvent, vont vivre des aventures de dingue dans un univers de luxe tout aussi dingue, ses principales concurrentes, les Tollywood en bengali et provenant d'un quartier de Calcutta, et Kollywood, situé au sud près de Madras et dont la langue d'usage est le tamoul, vont présenter plutôt des drames réalistes et des films d'action. Ces cinémas régionaux ne sont d'ailleurs pas nouveaux. Cette diversité fait référence au rêve des premiers cinématographes indiens qui souhaitaient voir l'émergence d'un cinéma pan-indien. Dans un État fédéral, c'est-à-dire composé de plusieurs régions, comme les États-Unis par exemple, dans un pays fédéral donc,
Aussi diversifiée que l'Inde, la multitude des industries, studios et du coup la multitude d'offres s'en rapprochent. N'empêche qu'aujourd'hui, l'évolution des goûts du public indien et la volonté de conquérir les marchés occidentaux permettent à Tollywood, notamment, de gagner du terrain. Le film RRR, par exemple, issu de ces studios tollywoodiens, rencontra le succès non seulement en Inde, mais aussi à l'international. Il s'agit du troisième plus gros succès indien et fut même primé aux Oscars pour le titre de la meilleure chanson originale, une première pour Tollywood. En puisant cette tradition ancestrale et sa fabuleuse diversité, tout en s'adaptant au fil de l'histoire, l'Inde a pu se créer une identité cinématographique unique et reconnaissable. Cependant, jusqu'ici, les films indiens, à part de rares exceptions comme Devdas, peinent encore à s'exporter, mais les lignes semblent sur le point de bouger. On voit depuis déjà plusieurs décennies des stars indiennes être connues en Occident également, comme Shah Rukh Khan, et voire carrément jouer dans les films occidentaux, comme Aishwarya Rai. Sans oublier la diaspora indienne, qui met son pays d'origine à l'honneur, Simone Ashley de Sex Education et la chronique des Bridgerton, Charitra Chandra, Priyanka Chopra Jonas, etc. N'oublions pas également ceux qui sont un peu moins connus chez nous, mais qui jouissent d'un très grand succès dans d'autres parties du monde, comme en Chine où le cinéma indien s'exporte très bien. Sans oublier que l'Inde à elle seule, c'est déjà 1,4 milliard de spectateurs, ce qui suffit souvent à rentabiliser les dépenses de la production, mais qui est en fait aussi un pays qui intéresse fortement les plateformes de streaming. En 2019 par exemple, Netflix a investi plusieurs centaines de millions de dollars pour produire des films et des séries en Inde, dans le but assumé d'augmenter son nombre d'abonnés dans le pays. Une offre qui se retrouve désormais sur nos comptes occidentaux, et c'est plutôt de bonne qualité. Il fallait tout de même pouvoir rivaliser avec les blockbusters américains et tout notre catalogue d'occidental, ainsi que la vague de K-drama disponible également. Le cinéma Bollywood, c'est donc non seulement du divertissement pour certains ou le temple du kitsch pour d'autres, mais c'est aussi un véritable pilier dans l'essor de l'Inde à l'international et la représentation des diverses populations du pays. On le surnomme d'ailleurs quelquefois le cinéma masala, en référence à ce mélange d'épices colorées qui rappelle tout à fait la vaste diversité culturelle du pays. Et à l'heure où nous enregistrons cette conclusion, il semble que, bollywoodien, tollywoodien ou autre, l'Inde a encore de beaux jours de cinéma à venir, après l'annonce du palmarès du Festival de Cannes 2024 et le prix du jury décerné à la réalisatrice Payal Kapadia pour son All We Imagine Is Light.